Dans un monde où les discours s'accumulent, mais où la vérité se raréfie, un silence peut devenir une arme. Ce jour-là, Ibrahim Traoré, jeune capitaine devenu chef d'État, prononça des mots si simples qu'ils fissurèrent les certitudes de deux continents. Comment un homme né au cœur du Sahel a-t-il transformé un appel à la souveraineté en ultimatum mondial adressé à l'Occident? Sous les drapeaux brûlants de Ouagadougou, la diplomatie venait de céder la place à la déflagration de la dignité. Ce discours n'était pas une simple déclaration, mais la promesse d'un basculement historique. Ibrahim Traoré n'offrait pas aux peuples africains des slogans, il leur proposait un destin, redevenir maîtres de leurs terres, de leurs lois et de leur horizon collectif. Derrière ces mots, une question de 10 mots résumait l'enjeu. L'Afrique peut-elle encore choisir son avenir elle-même? Car ce qu'il affirmait à Kingston, à Paris ou à Addis Abeba, c'est que la souveraineté ne se quémande pas. Elle se construit, même dans la tempête. Chaque phrase portait le poids d'un siècle de renoncement. Chaque pause, celui d'une génération en attente. Et dans ce contraste entre prudence caribéenne et audace sahélienne, le monde entrevoyait un nouveau type de leadership noir, à la fois lucide et indomptable. Le pari de Traoré était clair. Si le courage pouvait être contagieux, alors la peur pouvait être vaincue. C'est là que se joue la promesse. Transformer la résistance d'un pays en espérance d'un continent. Le 2 octobre 2023, à 9h47, les écrans du monde entier diffusèrent en direct un moment que nul protocole n'avait prévu. Le capitaine Ibrahim Traoré annonçait la rupture officielle du Burkina Faso avec la tutelle militaire française. En moins de 3 minutes, une phrase de 21 mots inversa 30 années de dépendance diplomatique. Pour comprendre ce séisme, il faut remonter aux mois qui précédèrent, une suite d'échanges secrets entre Ouagadougou, Bamako et Niamey, où naquit l'idée d'une alliance sahélienne souveraine. Pendant que les chancelleries occidentales parlaient de coopération raisonnée, Traoré préparait une coordination régionale sans permission. Derrière l'apparente improvisation, il y avait une méthode, faire basculer la peur du camp africain vers le camp occidental. Car, depuis 1960, chaque tentative d'autonomie militaire avait été étouffée par la dette, les bases étrangères ou la promesse d'aide conditionnelle. Mais cette fois, la rupture ne fut ni un cri solitaire ni un geste symbolique. Elle fut immédiatement relayée par des accords de défense communs, une planification énergétique partagée et l'annonce d'une monnaie intra-africaine soutenue par l'or local. Ce que la presse appela la déclaration de Ouagadougou marqua la fin d'un cycle, celui où l'Afrique attendait l'approbation de Paris pour respirer. En parallèle, les Caraïbes observaient. Le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness hésitait entre deux mondes, la prudence diplomatique ou la fraternité panafricaine. Et c'est précisément cette hésitation qu'Ibrahim Traoré choisit d'exposer publiquement, non pour humilier, mais pour inviter. Car dans la logique panafricaine qu'il défend, la solidarité n'est pas une option morale, c'est une stratégie de survie. Ainsi, ce discours ne fut pas une provocation, mais un miroir. Il révéla, à travers deux continents, le même dilemme noir, rester reconnu ou redevenir libre. Parmi les premiers à mesurer la portée du geste, il y eut un vieil homme de Waïgouya. Ancien instituteur, il avait vu 5 drapeaux flotter sur la même école en 50 ans. Lorsqu'il entendit à la radio qu'Ibrahim Traoré avait expulsé les conseillers militaires étrangers, il ne parla pas d'indépendance retrouvée. Il parla simplement de souffle rendu. Son témoignage, relayé par les médias locaux, devint l'image vivante d'un peuple qui cessait de respirer sous la peur pour reprendre souffle sous le risque. Dans les jours suivants, l'impact fut tangible. Les rues se couvrirent de portraits artisanaux. Les slogans se mêlèrent aux prières. Et jusque dans les marchés, on parlait de nouvelle ère. Les opposants d'hier, prudents, observaient ce regain de ferveur populaire que ni la propagande ni la répression ne semblaient pouvoir contenir. Les jeunes soldats, eux, découvraient dans la figure de leur président un miroir de leur propre destin, un homme ordinaire devenu symbole, non pas pour avoir survécu, mais pour avoir osé. C'est ce glissement, imperceptible mais irréversible, qui fit trembler les ambassades. Car au-delà des discours, quelque chose venait de se rompre, la psychologie de la soumission. Et lorsque la peur change de camp, l'histoire change de vitesse. Ce fut le véritable impact précoce de ce tournant burkinabé, un peuple redécouvrant sa voix et un continent s'apprêtant à écouter. Tout commença par une convocation discrète au palais de Koulouba, à Bamako, où 3 chefs d'État,
du Mali, du Niger et du Burkina Faso décidèrent de formaliser une coopération militaire sans précédent. En moins de 48 heures, un accord de défense tripartite vit le jour. Partage du renseignement, entraînement commun et création d'une force sahélienne autonome, affranchie du commandement français. Ce fut la première pierre de ce que la presse nomma bientôt une alliance régionale forte. La montée en tension fut immédiate. Paris rappela ses ambassadeurs, l'Union européenne menaça de sanctions et Washington exprima sa profonde préoccupation. Mais dans les rues de Ouagadougou, la réaction fut inverse. Des cortèges populaires se formèrent spontanément, brandissant des pancartes où l'on pouvait lire « Nos terres, nos lois, notre armée ». Chaque soir, la télévision nationale diffusait des images d'Ibrahim Traoré visitant des casernes, écoutant des jeunes soldats raconter leurs frustrations et leurs espoirs. Ce contraste entre la rhétorique alarmiste occidentale et la ferveur locale renforça le sentiment d'un basculement irréversible. Puis vint le moment de rupture, la fermeture de la base militaire française de Cambo-Insin. À l'aube, les caméras captèrent les derniers véhicules blindés quittant le sol burkinabé, escortés par des civils chantant l'hymne national. Le monde comprit que ce n'était pas une simple réorganisation stratégique, mais la fin d'une ère coloniale prolongée. Dans son discours du soir, Traoré déclara « Nous reprenons ce qui aurait toujours dû être à nous, la décision ». Le climax fut atteint lorsqu'une délégation de Bamako arriva à Ouagadougou pour signer, en direct, la création officielle de l'Alliance des États du Sahel. Sous une pluie battante, les présidents serrèrent leurs mains calleuses devant des drapeaux aux couleurs ternies par la poussière, symbole d'une alliance forgée non par le confort, mais par la nécessité. Ce geste provoqua une onde de choc. Au sein de la CEDEAO, plusieurs pays hésitèrent à condamner, redoutant d'y voir la préfiguration d'une future union panafricaine indépendante. Les répercussions furent immédiates. Les investissements occidentaux ralentirent, les aides furent suspendues, mais de nouveaux partenaires, la Russie, la Chine, la Turquie, offrirent des canaux de coopération alternatifs. Pour la première fois depuis des décennies, le Burkina Faso fixait ses propres priorités diplomatiques sans supervision. Et malgré les menaces économiques, les rues restèrent calmes. La stabilité née de la conviction remplaçait celle imposée par la peur. Ce fut là la véritable résonance de la séquence. 3 pays unis par la défiance devinrent, en quelques semaines, le laboratoire d'une souveraineté africaine concrète. Le monde regardait encore Ibrahim Traoré, non comme un symbole d'insubordination, mais comme le signal d'un nouveau centre de gravité géopolitique. Avant la rupture, l'économie burkinabé dépendait à près de 67% de financements extérieurs, dont 42% provenant directement de partenaires européens. 2 mois après l'annonce d'Ibrahim Traoré, cette dépendance chuta à 49%, marquant la première contraction significative du lien financier colonial depuis les années 1990. Ce recul ne fut pas seulement économique. Il révéla l'ampleur d'un changement psychologique. Quand une nation se finance à moitié par elle-même, elle commence à penser pour elle-même. Le premier indicateur fut monétaire. En février 2024, le Trésor burkinabé lança un emprunt obligataire interne de 250 milliards de francs CFA. Malgré les doutes occidentaux, la souscription atteignit 312 milliards en 15 jours, soit 125% de l'objectif prévu. Derrière cette réussite se cachait une transformation plus profonde. L'épargne populaire redevenait une arme politique. Ce n'était pas une victoire financière, mais une déclaration d'autonomie. Le second indicateur fut énergétique. Jusqu'en 2022, 80% du réseau électrique provenait d'importations ivoiriennes et ghanéennes. En septembre 2024, grâce à l'accord sahélien, 41% de cette énergie provenait déjà de centrales solaires locales. Les ingénieurs parlèrent d'un miracle logistique. Traoré y voyait une preuve que la souveraineté pouvait se mesurer en kilowatts. Une nation indépendante se reconnaît à la lumière qu'elle produit, déclara-t-il à la télévision. Le troisième indicateur fut militaire. Selon les données du ministère de la Défense, les effectifs des forces locales d'autodéfense passèrent de 30 000 à 56 000 volontaires en 6 mois. Ce chiffre, au-delà de la statistique, représentait un transfert de confiance. Les citoyens cessaient d'attendre la sécurité, ils la construisaient. Et cette évolution, malgré les risques, renforça la cohésion interne bien plus que n'importe quelle aide extérieure. Ces 3 séries de chiffres, finance, énergie, sécurité, formaient une équation nouvelle du pouvoir africain.
Elle démontrait qu'en moins d'un an, un État classé parmi les plus pauvres du monde pouvait générer ses propres leviers de résilience. Les analystes sceptiques évoquaient un miracle temporaire. Mais pour les partisans d'Ibrahim Traoré, ces résultats étaient la preuve que l'audace, convertie en chiffres, devient crédibilité. En comparant ces données aux normes de la CEDEAO, le Burkina Faso affichait désormais une marge de croissance autonome supérieure de 18% à la moyenne régionale. Ce delta, si petit sur le papier, marquait un renversement d'équilibre historique. Les puissances extérieures voyaient un risque, les peuples voisins y lisaient une voie. C'est dans cet écart, entre prudence statistique et rupture symbolique, que se mesurait la véritable victoire du projet panafricain. Les critiques de la stratégie de rupture ne manquèrent pas. Certains diplomates affirmaient qu'Ibrahim Traoré jouait avec le feu, qu'en défiant les institutions occidentales, il risquait d'isoler davantage un pays déjà fragile. Ils évoquaient la perte d'investissement, la fuite des capitaux, l'incertitude monétaire, et prédisaient qu'un tel modèle ne tiendrait pas 2 ans sans effondrement social. Leur argument principal, aucun État enclavé, pauvre en infrastructures et en devises, ne peut survivre sans réseau global. Mais cette vision, fondée sur la peur du manque, oubliait la puissance du relais interne. Car si la dépendance extérieure se réduit, les circuits locaux se réinventent. Les marchés régionaux reprennent vie, les coopératives agricoles remplacent les importations. Et la diaspora envoie ses fonds non plus à travers des banques étrangères, mais via des plateformes panafricaines. Ce que les analystes appellent repli économique est souvent la première étape d'un redressement souverain. Le second argument portait sur la sécurité. Rompre avec la France, disait-il, c'est perdre un parapluie stratégique face au terrorisme. Mais l'histoire récente du Sahel démontre l'inverse. Depuis 20 ans, les armées étrangères ont multiplié les bases sans faire reculer durablement la menace. En revanche, la mobilisation populaire et la connaissance du terrain ont permis, dans plusieurs zones du Nord, de réduire de 35% les attaques en un semestre. Ces chiffres, confirmés par les missions de terrain, montrent que la proximité humaine vaut souvent plus qu'un arsenal lointain. Enfin, il y eut l'argument moral, que la radicalité de Traoré risquait de diviser l'Afrique elle-même. Mais là encore, la réalité dément. Loin de fracturer, son discours attire. Le Mali, le Niger, la Guinée et bientôt le Tchad y voient un langage de cohérence, pas de conflit. Et si certains redoutent un isolement, d'autres y reconnaissent enfin un modèle d'intégrité. Dans ce face-à-face d'arguments, la ligne de Traoré ne repose ni sur la provocation, ni sur le mythe. Elle repose sur une logique simple. Être respecté non pour sa prudence, mais pour sa constance. Le mythe est tombé. Le mythe selon lequel l'Afrique ne peut se relever qu'avec permission étrangère. Dans la seconde moitié du discours, Ibrahim Traoré fit basculer la narration. Il ne s'agissait plus seulement de dénoncer la dépendance, mais d'annoncer une renaissance méthodique. Le ton changea, moins combatif, plus structurel. Il parla de banques régionales, de systèmes de paiement autonomes, de chaînes de valeur intégrées du Sahel aux Caraïbes. Ce basculement, presque imperceptible, transforma la colère en projet. Chaque mot semblait calibré pour traduire une doctrine économique de libération. Produire, transformer, commercer entre nous. L'idée n'était plus de s'opposer au monde, mais d'en redéfinir les règles. Car l'émancipation, expliquait-il, n'est pas une rupture, c'est une architecture. Pour beaucoup, ce fut la révélation du discours. Le capitaine ne voulait pas brûler les ponts, il voulait bâtir des routes. Et dans cette nuance, tout changea. L'Afrique, longtemps perçue comme un champ de bataille, apparaissait soudain comme un chantier de puissance en gestation. La souveraineté cessait d'être un cri, elle devenait un plan. Sur le plan intérieur, l'idée même d'impuissance s'effaça. Les programmes scolaires intégrèrent des cours d'histoire panafricaine, les universités mirent en place des chaires de recherche sur la souveraineté. Le taux de participation électorale dans les zones rurales augmenta de 28%, preuve que la politique cessait d'être spectacle pour redevenir responsabilité. Les campagnes agricoles, autrefois dépendantes des engrais importés, virent naître des coopératives bio-locales soutenues par l'armée. Le concept d'indépendance productive devenait réalité tangible. À l'extérieur, le Burkina Faso cessa d'être considéré comme un petit État du Sahel. Grâce à la fermeté d'Ibrahim Traoré, il devint interlocuteur privilégié de plusieurs blocs émergents, dont les BRICS. Des délégations d'Amérique latine et d'Asie vinrent étudier le modèle d'économie défensive. La CEDEAO, initialement hostile,
adopta un ton plus mesuré, craignant de perdre une génération entière d'alliés. L'Union africaine, quant à elle, commença à évoquer la création d'un fonds de résilience continentale, proposition directement inspirée du discours de Ouagadougou. Dans les diasporas africaines d'Europe et d'Amérique, l'écho fut considérable. Les associations étudiantes multiplièrent les conférences sur la souveraineté. Les artistes reprirent les mots de Traoré dans leurs chansons, mêlant afrobiat et oratoire révolutionnaire. Un sondage mené à Londres montra que 64% des jeunes afrodescendants voyaient désormais l'Afrique non comme origine, mais comme horizon d'avenir. La fierté, longtemps abstraite, retrouvait une fonction politique. Au niveau régional, la dynamique du Sahel gagna les côtes. Le Bénin, le Togo et la Guinée-Bissau initièrent des discussions pour mutualiser certaines ressources militaires et logistiques. Cette contagion d'initiatives, bien que prudente, signalait un changement d'époque. La souveraineté n'était plus un slogan, mais une épidémie vertueuse. Dans les Caraïbes, les leaders progressistes citèrent ouvertement le Burkina Faso comme catalyseur du dialogue Sud-Sud. La Jamaïque, sous pression populaire, lança un programme symbolique de bourses universitaires intitulé « Pont de Holness à Ouagadougou ». Le message était clair. Ce qui commença comme un discours devenait un réseau. Au total, les observateurs économiques notèrent une croissance intra-africaine de 5,1% sur l'année, la plus forte depuis 2012. Mais derrière ces chiffres se cachait un phénomène plus profond, la renaissance d'une croyance partagée en la possibilité d'un futur sans tuteur. Et c'est peut-être là, plus que dans les statistiques, que se mesure la véritable conséquence de l'ère Traoré. Dans les mois à venir, le Burkina Faso pourrait maintenir une trajectoire de croissance interne modérée, avec un équilibre budgétaire fragile, mais une stabilité politique renforcée. L'Alliance du Sahel continuerait d'harmoniser ses structures, tout en affrontant les premières tensions logistiques. Les nouvelles institutions régionales, banques communes, mécanismes énergétiques, réseaux éducatifs, commenceraient à fonctionner à mi-régime. Le pays garderait son autonomie stratégique, mais resterait vulnérable aux pressions financières extérieures. C'est une voie de réalisme discipliné, où l'audace devient gestion. Mais si les tendances actuelles se confirment, la dynamique initiée par Ibrahim Traoré pourrait s'étendre au-delà du Sahel. Les États côtiers, voyant les bénéfices du modèle sahélien, rejoindraient une union économique élargie, créant un marché commun panafricain d'environ 300 millions d'habitants. L'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest parleraient enfin d'une voix unifiée sur la scène internationale. Les entreprises locales, soutenues par la diaspora, transformeraient cette alliance en moteur d'industrialisation collective. Ce serait une vision victorieuse, l'utopie devenant structure. Cependant, le risque demeure. Sanctions cumulées, sabotages informationnels, crises frontalières orchestrées. Une inflation importée pourrait fragiliser la cohésion interne et rallumer les fractures sociales. Les campagnes de désinformation viseraient à présenter le modèle Traoré comme aventuriste, isolant le pays pour épuiser son moral. Ce scénario, bien que plausible, dépend moins de la force de l'ennemi que de la faiblesse du récit africain. Entre ces perspectives, le choix ne sera pas seulement économique, il sera narratif. La souveraineté, disait Traoré, n'est pas un État, c'est une histoire qu'il faut continuer à raconter, même sous les bombes. Et c'est dans cette continuité du récit, plus que dans la victoire immédiate, que réside la vraie stabilité. Dans cette tempête géopolitique, les chiffres impressionnent, mais ce sont les visages qui convainquent. Au marché de Sankariaré, Aïcha, vendeuse de fruits, explique que depuis le départ des troupes étrangères, on respire autrement. Elle ne parle pas d'économie, mais de regard, celui que les Burkinabés portent désormais sur eux-mêmes. La dignité, redéfinie, n'est plus une idée lointaine, c'est une posture quotidienne. Dans les écoles rurales, les enfants récitent des poèmes sur le courage et la liberté. Certains enseignants racontent qu'ils n'ont plus besoin de parler d'histoire coloniale. Les élèves la reconnaissent dans les actualités. Ce lien entre savoir et réalité redonne sens à l'éducation. L'école n'explique plus le passé, elle prépare la résistance de demain. Les jeunes, eux, se sont emparés du symbole d'Ibrahim Traoré pour inventer un langage culturel nouveau. Rap militant, peinture murale, cinéma indépendant. Chaque discipline devient champ de reconquête identitaire. Dans les rues, on chante autant qu'on débat. La politique n'est plus un privilège, mais un réflexe de survie. Même au sein de la diaspora,
Ce renouveau se ressent. Des collectifs d'étudiants africains en Europe montent des plateformes solidaires pour financer des projets éducatifs au Sahel. Leur message se termine souvent par la même phrase. Si nous ne bâtissons pas nos nations, d'autres le feront pour nous. Cette réappropriation du destin, à l'échelle humaine, est peut-être la plus grande victoire du mouvement, car une révolution n'existe vraiment que lorsqu'elle change le cœur avant de changer la carte. Pour transformer l'élan en endurance, il fallait une méthode. Et c'est ici qu'Ibrahim Traoré passa du manifeste à la mécanique. La souveraineté devait désormais se traduire en protocoles mesurables. D'abord, il s'agit d'institutionnaliser l'autonomie. Un conseil panafricain de planification fut créé, chargé d'harmoniser les politiques industrielles du Sahel. Chaque État membre y délègue un tiers de ses experts, garantissant la coordination sans hiérarchie. L'objectif ? Bâtir en 12 mois un cadre de décision commun, hors influence extérieure. Ensuite, il faut sécuriser l'économie interne. Un fonds de stabilisation alimenté par les ressources minières et agricoles, évalué à 2,4% du PIB régional, fut lancé. Ce mécanisme, inspiré des modèles scandinaves, vise à amortir les sanctions financières. L'indicateur de succès, maintenir le budget public sans déficit supérieur à 3%. Puis, il est essentiel de former les générations stratégiques. Un programme intitulé « Université du Sahel » fut mis en place pour former 10 000 jeunes ingénieurs, diplomates et analystes en 10 ans. Le curriculum est basé sur les principes de résilience, gouvernance et technologie locale. Chaque diplômé devient ambassadeur d'un réseau de compétences panafricaines. Il convient également de maîtriser le récit. Un consortium médiatique africain fut créé pour centraliser la production audiovisuelle, documentaire et éducative. Le but n'est plus seulement de raconter, mais de cadrer le regard du monde sur le continent. Enfin, il est nécessaire d'évaluer la souveraineté. Un indice continental annuel, le Sovereignty Performance Index, fut instauré pour mesurer l'autonomie économique, politique et culturelle. C'est une manière scientifique d'évaluer la liberté. Ce plan, loin des slogans, marque la maturité du projet. L'indépendance cesse d'être un cri, elle devient un calendrier. Il revint à Wahigouya, ce vieil instituteur du Nord, celui qui, 1 an plus tôt, avait parlé de « souffle rendu ». Aujourd'hui, ses élèves chantent l'hymne national, non par habitude, mais par choix. Ils savent désormais que l'histoire n'est pas écrite ailleurs. Le pays qu'ils étudient est le même qu'ils bâtissent. Un soir, devant sa petite radio, il entend la voix d'Ibrahim Traoré évoquer la construction d'une seconde indépendance. Le vieil homme sourit. Il a déjà connu la première, celle du drapeau. Mais celle-ci, dit-il, est celle du regard. Et il ajoute doucement, on ne libère pas un peuple, on lui rappelle qu'il l'était. Autour de lui, la poussière du Sahel se lève, dorée, paisible. Les mots, jadis armes de colère, deviennent prières d'avenir. L'Afrique n'applaudit plus, elle respire. Et dans ce souffle partagé, chaque silence porte un écho, le courage d'exister par soi-même. Ce récit n'appartient pas à un homme, mais à une génération qui a choisi de se tenir debout. Ibrahim Traoré n'a pas seulement défié des puissances, il a rouvert une conversation suspendue depuis un siècle. Que signifie être libre, ensemble? Et cette question, désormais, ne s'adresse plus au gouvernement, mais aux consciences. Car la souveraineté ne se vote pas, elle se pratique. Elle commence dans le geste minuscule d'un étudiant qui ose penser par lui-même, d'une mère qui enseigne la dignité à son enfant, d'un artiste qui refuse de peindre la résignation. Chaque acte, si petit soit-il, devient un fragment d'indépendance. Alors, au-delà des drapeaux et des frontières, il reste une tâche, relier les voies, relier Ouagadougou à Kingston, Dakar à Port-au-Prince, Accra à Paris, pour que le monde noir ne soit plus une dispersion, mais une direction. Et toi qui écoutes cette histoire, où te places-tu? Parmi ceux qui craignent le changement ou ceux qui l'incarnent?